La crèche communale Marcel Cheval de Lamentin est bloquée par des parents. Les enfants accueillis dans cette structure seraient victimes de négligence, des bébés qui ne mangent pas à leur faim, absence d'activité pédagogique et des parents mis à l'écart. Le reportage d'Yvan Lemar est à venir. Et coup d'envoi ce matin des épreuves du brevet des collèges. Des milliers d'élèves en classe de 3e passent la nouvelle formule du brevet. Une épreuve écrite supplémentaire, l'oral de 15 minutes et enfin un contrôle continu qui rapporte davantage de points. Et la journaliste Audrey Pulvar a été élue hier présidente de la Fondation Hulot. Elle succède ainsi à Nicolas Hulot, devenu ministre de l'écologie. Une mission pour laquelle elle pourrait quitter son poste de présentatrice de télévision. Les raisons de son engagement dans cette édition. Et une nouvelle application pour commander son chauffeur privé a été lancée en Guadeloupe. Déjà opérationnelle sur la zone Gosier-Bemao, la plateforme annonce un délai d'attente de 15 minutes. Tient-elle ses promesses? Démonstration dans ce journal. Bonsoir et bienvenue sur ATV Guadeloupe. Je suis ravie de vous retrouver. Depuis plusieurs mois, les conditions d'accueil des tout-petits à la crèche communale de la ville de Lamentin, Marcel Cheval, se seraient nettement dégradées. Des sanitaires insalubres, des bébés qui ne mangent pas à leur faim. Et les parents en colère ont décidé ainsi de bloquer la structure ce matin. Reportage Yvan Lemar. Depuis 6 heures, la crèche Marcel Cheval du Lamentin est bloquée. Les parents des enfants, à l'origine du blocage, dénoncent une mauvaise gestion de la structure. Ce qui nous a mis la puce à l'oreille, ce sont les prélèvements intempestifs qu'on a eus sur nos comptes en début d'année. Donc très mal gérés par la direction qui ne nous donnait aucune explication. Qui n'a voulu d'ailleurs nous donner aucune explication. Ensuite, nous avons fait des recommandés pour avoir des entretiens restés sans réponse. Nous avons constaté que les enfants ne mangeaient pas à leur faim, donc que les repas étaient rationnés, donc que les activités étaient annulées les unes après les autres, que le matériel d'éveil des enfants en panne ne fonctionnait pas ou bien n'était pas renouvelé, donc que les tatis se retrouvaient complètement démunis pour éveiller les enfants. Donc elles n'ont aucun moyen matériel d'éveiller les enfants malgré plusieurs demandes auprès de la direction. Et à ce jour, on n'a eu aucun retour de la direction depuis janvier 2017. Selon les manifestants, la direction aurait tenté de lever le barrage ce matin sans succès. Le blocage, c'était le point culminant de notre mouvement parce que depuis janvier quand même on fait des démarches amiables pour rencontrer. On est allé à la mairie, donc on a informé le maire qui prête les locaux à la structure, donc qui est une association qui reçoit des aides publiques. Donc le maire s'est proposé d'être médiateur, mais à ce jour on n'a eu personne en face de nous pour assister à la médiation. Donc on attend. Et là on est décidé, on ne va pas bouger tant que le directeur de la structure ne viendra pas nous répondre à nos questions. Pour le moment, la direction refuse de s'exprimer. Selon les parents, le gestionnaire de la structure aurait prévu de les recevoir le 4 juillet. En attendant la confirmation écrite de ce rendez-vous, la crèche restera bloquée. Et après les candidats au baccalauréat, c'est au tour des collégiens de plancher. Ce matin, le recteur Camille Galap a donné le coup d'envoi officiel du diplôme national du brevet au collège Nestor de Kermadec à Pointe-à-Pitre. Le brevet, un examen qui a subi quelques changements. Reportage Linda Kayarsi. À quelques minutes du coup d'envoi du diplôme national du brevet, le recteur se veut rassurant. C'est important de le voir pendant les épreuves. D'accord? Ça va, pas trop stressé? Si, t'es stressé? Faut pas, hein? Vérification des dernières formalités avant de plancher sur l'épreuve de mathématiques. Bon, pour l'instant, vous laissez vos sujets comme ça. D'accord? 8 heures, le brevet 2017 est lancé. Alors, première épreuve, première partie, mathématiques, c'est bon? Série générale, durée de l'épreuve 2 heures, 50 points, d'accord? Cette année, pas moins de 6 744 candidats passent les épreuves du DNB. Un nouveau brevet qui repose désormais sur le contrôle continu et 3 épreuves obligatoires. Les mathématiques et les sciences, le français, sur les épreuves, avec un certain nombre de sujets, notamment sur une épreuve orale aussi qui s'est déjà déroulée dans le cadre des enseignements en pratique interdisciplinaire. C'est quelque chose qui place les élèves dans de bonnes conditions. Je pense qu'il ne faut pas négliger à la fois ce qui est fait dans le cadre du contrôle continu et ce qui est fait dans le cadre des examens, de l'examen terminal, et de placer l'élève dans les conditions d'examen. C'est très important pour qu'il arrive à appréhender ce genre de dispositif. Et pour que cette nouvelle session du brevet soit couronnée de succès,
l'équipe pédagogique s'est bien préparée. Eh bien, écoutez, comme à l'habitude, nous avons une équipe qui organise le secrétariat de l'examen très bien. Et donc, ça fait déjà depuis une semaine, ils ont commencé à tout préparer. Parce que cette année, comme c'est le nouveau DNB, on ne veut rien laisser passer. Dès l'accueil des parents, des élèves, on leur a annoncé, je leur ai annoncé, le rectorat, le ministère nous a fait parvenir des dépliants que nous avons donnés et avec le professeur principal, avec la COP. Donc dès le début d'année, les enfants étaient préparés et tout au long de l'année parce qu'ils ont eu des examens blancs. Demain, place aux épreuves d'histoire géo et de français. Le lancement officiel du diplôme national du brevet au collège Nestor de Kermadec, c'est aussi le point de départ d'une nouvelle aventure. À la rentrée prochaine, toute la communauté scolaire ira prendre ses quartiers au collège Carnot. Un changement de lieu de vie nécessaire pour permettre la réalisation de travaux de construction. Et quelles sont les écoles qui reviendront à la semaine de 4 jours? Ce matin, le recteur d'académie, Camille Galap, a invité tous les maires de Guadeloupe afin de leur présenter le nouveau décret qui lui permet aux communes de moduler l'organisation des rythmes scolaires et de revenir à la semaine de 4 jours. Selon nos informations, 6 maires se sont déjà prononcés pour un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. Sont concernées les communes d'Anse-Bertrand, de Sainte-Rose, Vieux Habitants, Bouillon, Trois-Rivières, Baie-Mao, Les Abîmes, Saint-François. Les autres ont jusqu'au 6 juillet pour prendre leur décision, date à laquelle aura lieu le Conseil académique de l'éducation nationale. D'ici là, les maires entendront les syndicats d'enseignants lors de leur assemblée générale ce samedi 1er juillet. Et puis en bref, le maire de Terre de Haut, Louis Molinier, est poursuivi par le parquet de Basse-Terre pour détournement de fonds publics, favoritisme et blanchiment. Cette décision fait suite à plusieurs réquisitions qui avaient été menées à la mairie de Terre de Haut. 7 autres personnes sont visées dans cette affaire. Placé sous contrôle judiciaire, il a interdiction d'entrer en contact avec ses coprévenus et a obligation de verser une caution d'un montant de 200 000 €. Son affaire sera jugée les 11 et 12 décembre prochains au palais de justice de Basse-Terre. Et au chapitre santé, maintenant, l'ARS de Martinique a présenté ce matin son bilan du virus Zika. Si l'épidémie est terminée, le moustique Aedes est toujours présent. Un dispositif de veille a été d'ailleurs mis en place pour le suivi des femmes enceintes. Explication, Louis Sabas. 34 semaines d'épidémie, 36 100 personnes recensées. Le Zika est encore dans toutes les mémoires en Martinique. Et si la phase épidémiologique est terminée depuis septembre 2016, la vigilance est toujours de mise, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes exposées au virus durant cette période. Le risque qu'on a, c'est d'avoir une infection de l'embryon ou du fœtus, infection qui peut provoquer soit des malformations assez importantes, et ça, normalement, on les détecte pendant le suivi échographique au cours de la grossesse, mais il peut y avoir des anomalies qui ne se révèlent que plus tard, après la naissance, ce qui fait que non seulement on fait un suivi rapproché pour les femmes enceintes, mais les enfants qui sont nés de femmes qui ont eu le Zika pendant la grossesse doivent être surveillés régulièrement pendant au moins 2 ans. Depuis, ce sont 574 enfants qui sont suivis. Aucun cas n'a été recensé depuis février dernier, mais au plus fort de l'épidémie de Zika, ce sont 1140 cas hebdomadaires qui étaient déclarés. En cause, le moustique Aedes aegypti, le vecteur d'une maladie qui, dans un premier temps, a surpris les autorités sanitaires. Quand on se retrouve comme ça avec une maladie nouvelle et puis qu'au fur et à mesure on apprend des choses sur sa complexité, il y a des éléments qui sont à la fois positifs et négatifs. Alors, ce qu'il y a de positif, c'est qu'au fur et à mesure qu'on apprend que c'est complexe, il y a une meilleure appropriation du sujet. On va dire que l'ensemble de la population martiniquaise s'est sentie peut-être un peu plus investie, mais les effets négatifs sont plutôt en termes de gestion, d'adaptation du discours. Prospection de gîtes à moustiques, pulvérisation, gestion des déchets, création d'un comité de pilotage ou encore augmentation de la capacité du service de réanimation. Le Zika a demandé une gestion spécifique des autorités qui aurait plutôt bien fonctionné. Ce que l'on a vu sur cette épidémie-là, c'est que la collaboration entre les différents partenaires a été particulièrement efficace sous l'autorité du préfet. On a eu de bonnes collaborations entre les services de l'ARS et le CHUM. Donc il y a eu pas mal de choses qui ont bien marché et qui vont être validées pour les futures épidémies. Zika, dengue ou chikungunya, impossible de savoir quelle sera
ni quand sera le prochain épisode épidémiologique. Les autorités sanitaires comptent sur cette trêve pour mettre en place de nouveaux dispositifs et outils. Ils doivent permettre une meilleure coopération entre les communes et les établissements publics intercommunaux pour plus d'efficacité dans la lutte contre la future épidémie. Et retour en Guadeloupe maintenant, ce samedi 1er juillet aura lieu la première journée culturelle des Grands-Fonds de Sainte-Anne. Pour nous en parler, la chargée de communication de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant a accepté de nous rejoindre sur ce plateau. Laurence Amodeo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir, Laurence. Alors, cette journée aura lieu sur un site bien particulier, le terrain Monambois au Grand-Fonds Sainte-Anne, et ce durant toute la journée. C'est bien ça. Donc, la journée culturelle des Grands-Fonds est organisée le 1er juillet, donc samedi, dès 7h et jusqu'à 23h sur le terrain Monambois. C'est un terrain entretenu par l'association Fiat Lux qui organise l'événement avec nous. Ce terrain permet de bien découvrir les Grands-Fonds puisqu'il y a une mare, il y a vraiment tous les aspects, tous les atouts, en tout cas des Grands-Fonds de cette zone. De 7h à 22h, comment avez-vous réussir à tenir tout ce monde? Quelles sont les animations prévues? Alors, nous débutons la journée avec une randonnée de découverte des Grands-Fonds, avec les associations actrices de cette zone, dès 6h30. Puis, nous enchaînons avec des ateliers, un bic à parole sur les Grands-Fonds, puis des animations telles que des promenades en charrette à bœuf, à Dodane aussi, ou à Bouquette. Nous aurons aussi des échanges sur la diversité de la flore des Grands-Fonds, mais aussi les roses avec Esnoir Boisdur à 20h. Quel sera le moment fort de cette manifestation, de cette journée culturelle? Alors, le moment fort, c'est vraiment le bic à parole sur les Grands-Fonds qui permettra de clôturer un peu la session, la partie de consultation dans la population sur le programme Le Plan Paysage des Grands-Fonds, qui est une démarche initiée par la Riviera du Levant en partenariat avec la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre et Cap Excellence. Alors j'imagine que les habitants du Grand-Fonds participeront à cette journée culturelle, mais aussi les autres Guadeloupéens sont invités à y participer. Comment ça se passe? Comment vous rejoindre ce jour-là? Alors le terrain est situé au niveau, sur la route des Grands-Fonds, direction Saint-Protais et Moule. Donc tout le monde est invité. Il y a des animations pour les plus petits, des contes créoles avec l'association Contes à Case et vraiment des temps pour tous les Guadeloupéens. Alors la zone des Grands-Fonds est une zone qui fait l'objet d'une attention particulière en ce moment au niveau de la communauté d'agglomération. Oui, alors le plan paysage des Grands-Fonds est justement une démarche qui présente des actions de prévention et de développement de ce territoire riche et diversifié des Grands-Fonds. Donc voilà. Donc cet événement vient clore un petit peu l'action qui est menée par cette communauté d'agglomération. Quel est l'objectif? Pourquoi? Alors l'action, vraiment la journée clôture la première étape du plan paysage des Grands-Fonds, qui était vraiment la consultation de la population afin d'avoir vraiment les retours sur leurs attentes, leurs besoins. Donc on va continuer avec un programme de diagnostic, des objectifs qui permettront la réalisation de plans d'action. On sent qu'il y a une volonté en tout cas de valoriser cette partie du patrimoine guadeloupéen, des Grands-Fonds qui sont plutôt en général délaissés, qu'on connaît lorsqu'il y a par exemple des embouteillages. Expliquez-nous un petit peu l'ambition de la communauté d'agglomération pour cette zone. Alors nous voulons développer le tourisme vert. Donc on veut pour préserver les Grands-Fonds, les développer mais de façon rationnelle, en accord avec les associations, les habitants du territoire. Nous voulons vraiment valoriser ce territoire unique des Grands-Fonds. Qui est riche. Oui. Merci Laurence Amodeo d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Vous la connaissez, la journaliste Audrey Pulvar a été élue hier présidente de la Fondation Hulot. La carrière de la Martiniquaise, qui est d'ailleurs passée par l'antenne d'ATV, prend un nouveau virage. Elle pourrait être amenée à quitter son poste de présentatrice de télévision pour justement remplir cette mission. Un poste en tout cas qu'elle prend à cœur. On regarde le reportage de Derek Dupuis. L'engagement d'Audrey Pulvar prend une nouvelle forme. À 45 ans, la fille d'un des fondateurs du MIM prend la place de Nicolas Hulot, démissionnaire de son poste de président de la fondation éponyme depuis qu'il est entré au gouvernement. Pour la Martiniquaise, c'est une position plus politique forcément.
C'est de la politique au sens non partisan. Quand on voit les propositions que fait la Fondation depuis presque 30 ans, ce sont des propositions qui peuvent paraître extrêmement politiques parce qu'elles le sont, mais au sens de l'engagement citoyen, au sens de la transformation de la société, pas au sens partisan. Donc non, je ne me mets pas en marche, je ne fais pas partie d'un parti politique, mais d'une mobilisation citoyenne, oui. 27 ans après sa création, l'établissement change de tête d'affiche et de nom aussi. Mais la Fondation pour la Nature et l'Homme veut poursuivre son rôle de lanceur d'alerte. Nous, ce qu'on recherche, c'est quelqu'un qui sache parler au grand public, qui sache médiatiser des propositions, des connaissances, qui le fasse avec talent, avec conviction. Donc il nous a semblé que Audrey Pulvar correspondait parfaitement à notre besoin. La journaliste compte bien s'investir et faire aussi mieux connaître au grand public les difficultés environnementales des territoires d'outre-mer. On m'a parlé de ces questions liées à l'outre-mer, et il y a le Pacifique, mais il y a aussi des questions sur l'ensemble des départements et des régions d'outre-mer qui sont assez sous-traitées en fait. Donc ça fera partie évidemment des sujets dont nous allons parler, mais je ne vais pas prioriser l'outre-mer français, mais l'outre-mer français fait partie des sujets importants. Ce nouveau poste est bénévole. La Martiniquaise doit discuter avec son principal employeur pour poursuivre ou non son activité de présentatrice télé. En attendant, Audrey Pulvar est attendue en fin de semaine au Burkina Faso pour une autre ONG. Son engagement citoyen ne se limitera pas à l'écologie. Et reste avec nous sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Découvrez la nouvelle application pour commander son chauffeur. Et puis l'art graphique pour sensibiliser aux questions climatiques. C'était aujourd'hui à l'habitation Beau Soleil à Saint-Claude. Mais avant, allons à la rencontre d'un jeune ambitieux à tout juste 23 ans. Denis a décidé de faire de la mobilité des Guadeloupéens son credo. À l'image de la plateforme Uber, il a lancé une application mobile où vous pouvez commander votre chauffeur. Reportage Linda Kayarsi et Isabelle Amou. Faire appel à un chauffeur pour se rendre en soirée ou encore au cinéma, le phénomène d'ubérisation prend ses marques. Les clients, une fois qu'ils ont passé leur commande, à mon niveau, je valide tout simplement ma disponibilité. Et ensuite, ils vont voir dans quel timing j'arrive. En général, c'est moins de 15 minutes. Et puis, quand j'arrive, je peux passer un appel directement et leur dire, voilà, votre chauffeur BirdMove est sur place. Avec cette application à l'oiseau rangé, en quelques clics, commande d'un chauffeur et le tarif est fixé à l'avance. Bonjour madame, Ulrich, votre chauffeur BirdMove. Merci. Allons-y. Proposer un tel service sur les bases d'un Uber en Guadeloupe, on le doit à Denis, âgé seulement de 23 ans, qui s'est lancé dans cette aventure de transport nouvelle génération. Donc j'ai fait un BTS Management des unités commerciales au lycée Albert Demain à Paris 6. Ensuite j'ai débuté une licence de gestion à la Sorbonne. Mais en rentrant en vacances en Guadeloupe pour la Noël, je me suis rendu compte qu'il y avait un sondage qui disait que 80% des personnes on demande une nouvelle solution pour la mobilité en Guadeloupe. Je me suis dit, il y a une opportunité à saisir, je l'ai saisie pour pouvoir offrir BirdMove. Pour que son business prospère, il s'est entouré de professionnels. Du jeudi au samedi jusqu'à 4 heures du matin, ils assurent le transport d'usagers. Alors, elle est déjà disponible sur les stores. Il suffit de la télécharger, de s'inscrire et ensuite de commander son chauffeur privé. C'est une application qui est vraiment très simple, et on est directement géolocalisé. Et il suffit de choisir son adresse de destination pour pouvoir s'y rendre. Depuis le lancement de son appli, le 1er juin dernier, il compte 352 inscrits. Un bon début pour étendre son activité. Pour l'instant, nous travaillons dans la zone Gozé-Bemao, puisque c'est là qu'il y a quasiment l'ensemble des établissements de nuit. Et eux-mêmes commencent à communiquer sur nos services pour que leurs clients puissent rentrer en sécurité après avoir fait bien la fête. Alors, vous pouvez déjà aller de n'importe où à partir de la zone Gozé-Bemao. Et au fur et à mesure, dans toute la Guadeloupe, vous aurez votre chauffeur en 15 minutes. L'application mobile lancée par Denis vient étoffer l'offre actuelle en matière de mobilité en Guadeloupe. Et plus de 2300 jeunes pourront profiter cette année du stage régional des jeunes en entreprise. Il s'agit d'offrir l'opportunité à des étudiants d'intégrer une entreprise pour découvrir le monde du travail. Cette année, le montant de l'indemnité a été revu à la hausse. Ils toucheront désormais 500 € par mois. Le détail du dispositif avec Nathalie Dinan, Moïse Exter et Patrick Curie.
Pour cette 20e édition, ils seront plus de 2300 jeunes gens à intégrer le monde de l'entreprise à travers cette opération, le stage régional. Une première expérience professionnelle qui va durer 1 mois avec à la clé 500 €, dont 350 versés par la région et 150 par l'entreprise. Fort de son succès depuis sa création en 1997, les organisations patronales ont adhéré au projet. Elles étaient 2 au départ. Elles sont 5 aujourd'hui. Nous avons cette chance de les avoir à nos côtés. Et donc ça permet à un plus grand panel d'entreprises de bénéficier de la jeunesse et de bénéficier des stages des jeunes. Et les jeunes pourront entrer dans des entreprises beaucoup plus facilement. Les premiers stagiaires sont devenus des employés. Ils ont eu la chance de découvrir le monde de l'entreprise avant de l'intégrer. Alors j'entendais tout à l'heure des jeunes dire qu'ils ne trouvaient pas de stage dans leur activité. Je crois que ce n'est pas le but uniquement. Le but, c'est de découvrir un métier, c'est découvrir le monde du travail aujourd'hui et d'être curieux. Lycéens et étudiants semblent conquis. C'est pas exactement pour l'argent parce que 500 €, c'est certes une bonne participation de l'entreprise et de la région, mais c'est surtout pour avoir une première expérience en entreprise et acquérir un esprit d'initiative et une conscience de travail aussi. Puisque c'est vrai, c'est bien de faire des études et tout ça, mais c'est toujours intéressant d'avoir un premier contact avec une entreprise. J'ai déjà eu l'occasion de faire des stages, mais c'était surtout dans l'administratif et surtout en rapport avec mon parcours. Et là, ça va me permettre de voir d'autres choses, de développer mon réseau et toute expérience est bonne à prendre. À travers ce stage, la région tente de créer une passerelle entre le monde du travail et les jeunes. Autre passerelle aujourd'hui a eu lieu la cérémonie de clôture de la 12e promotion des cadets de la République. Cette formation vise à préparer des jeunes au métier d'adjoint de sécurité ou alors au concours interne de gardien de la paix. Yvan Lemar était sur place. Ils étaient 7 à recevoir leur diplôme ce matin. Ils sont désormais adjoints de la sécurité de la police nationale après une formation de cadets de la République. La formation des cadets de la République, c'est l'insertion des jeunes dans un milieu professionnel en fait, en fonction de leurs souhaits et effectivement de leurs compétences. Donc nous les formons sur une année en alternance, ici sur les institutions police, sur la DTRF à Mande-Verguin. Et ils sont également accueillis sur le lycée Gertier-Archimède pour tout ce qui est culture générale, la base du français, maths, histoire géo, anglais. Tout ça en vue de la préparation pour les différents concours puisque c'est le niveau minimum requis. Laëlie Gustave est major de cette 12e promotion, une vraie récompense de sa volonté d'engagement. Après mon bac, j'ai décidé de m'engager dans les métiers de la police parce que j'aime tout ce qui est de la rigueur, qui demande de la disponibilité auprès de la population, du peuple. Aujourd'hui, ça fait vraiment du bien. On se sent investi au sein de la population et puis j'aspire à donner encore plus pour enfin évoluer. Dans cette promotion, certains sont dans l'attente de résultats du concours de surveillant pénitentiaire, d'autres seront affectés dans des services de police, un vrai symbole de réussite. Je souhaitais être présent pour représenter le gouvernement, leur adresser ce message d'encouragement au nom du gouvernement et en mon nom propre. Ce choix, je dirais, de s'engager au service des autres, au service de la sécurité de nos concitoyens, eh bien, je crois que c'est un message très fort à faire passer à ces cadets et au-delà des cadets, à toute la jeunesse guadeloupéenne. S'engager pour servir. Ces jeunes ont désormais un contrat d'adjoint de sécurité pour une durée de 5 ans, période durant laquelle ils seront suivis et préparés pour des concours de la fonction publique ou des formations de leur choix. Et nous ouvrons maintenant une page culturelle dans ce journal. Les arts de la rue sont au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre. 30 artistes graffeurs exposent leur art depuis hier et ce jusqu'au 9 juillet. Plusieurs fresques seront ainsi mises en lumière dans plusieurs villes de l'archipel. Les réalisations les plus fascinantes seront récompensées à la soirée de clôture qui aura lieu le 9 juillet. En attendant, ils vous attendent nombreux. On écoute d'ailleurs l'un des artistes invités, Jonathan Perastre, alias Onaï, venu de la Martinique, au micro d'Yvan Lemar. Alors j'y participe pour un peu ouvrir mes horizons au niveau des références artistiques. Parce qu'avec l'Internet aujourd'hui, c'est vrai qu'on est connecté à tout ce qui est international, mais on a tendance un petit peu à oublier ce qui se passe en fait au niveau du bassin caribéen.
Donc avec ce genre d'événement, ça nous permet enfin d'interagir avec les artistes locaux et de voir ce qu'ils font, ce qui se passe au niveau de la scène locale. Ça permet aux gens de s'informer au niveau du graffiti local, parce que le graffiti c'est quelque chose qui est issu des États-Unis, qui a touché l'Europe. Et on ne sait pas trop en fait s'il y a des artistes, des graffeurs, on va dire en tant que tels caribéens, qui ne sont pas encore assez mis en lumière. Il y a quelques artistes notamment qui sont arrivés sur les devants de la scène, comme des artistes comme Zan. Ici on a Pac-Man. Donc avec le temps, les choses commencent à évoluer et le public peut avoir une autre sonorité du graffiti connu sur des aspects un peu sales, un peu de violence, de délabrement. Et ça permet au fait au public d'identifier le graffiti à quelque chose de plus beau, plus sain et plus culturel en fait. Le graffiti de rue, mais aussi le graffiti végétal. Le Parc national de la Guadeloupe s'en sert pour sensibiliser les plus jeunes, plus urbains que leurs aînés aux problématiques environnementales. Ainsi, une journée d'animation et de création graphique était organisée aujourd'hui à l'habitation Beau Soleil à Saint-Claude. Un happening que n'ont pas manqué Nathalie Dinan, Patrick Curie et Moïse Dexter. Le street art comme moyen de sensibilisation au réchauffement climatique, c'est la solution choisie par le Parc national de Guadeloupe en collaboration avec les arts de rue. Slam et graffiti étaient au programme. Mais l'idée, c'était surtout de sensibiliser la population sur ce qu'on appelle le changement climatique. On entend parler de ça à la télé, mais l'idée, c'était un petit peu d'interroger les gens sur leur vécu. Est-ce que c'est quelque chose qui leur paraît théorique ou est-ce qu'au contraire, on a déjà des manifestations dans notre quotidien? Donc échanger un petit peu sur ça, comment c'est arrivé, qu'est-ce que ça implique et comment on peut commencer à anticiper des réponses aux manifestations du changement climatique. Un art considéré comme banal, devenu un moyen de communication. Déjà grâce, je pense, aux réseaux sociaux qui nous ont permis vraiment de montrer le travail de tout le monde à travers le monde. Donc ça, c'est génial. Et puis le graphe, ça devient, comment dire, dans les mœurs, dans la vie quotidienne, à travers les murs en fait, qui sont réalisés dans la rue. Parce que le street art, moi je parle de street art ou de graphe, c'est vraiment un travail qui se passe dans la rue. Donc c'est pour tout le monde en fait. Au cours de cette journée, différentes activités étaient proposées aux plus jeunes dans les jardins de l'habitation Beau Soleil, autour de la faune, de la flore et aussi du street art. J'ai beaucoup marché. On a fait un jeu. Il fallait ramasser des fleurs. Et les fleurs, on s'en est servi pour faire des dessins sur du tissu. C'était comme des graphites. C'était comme des grappes. Mais d'ailleurs c'était des graphes, mais c'était ça les bombes. Depuis la mise en œuvre de sa charte, le parc se veut un acteur majeur dans la prise de conscience dans un territoire soumis aux pressions humaines et climatiques. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant. Malgré les apparences, la Guadeloupe a été placée de nouveau et revenue au vert sur l'ensemble de l'archipel, selon Météo France. Et puis EDF Archipel Guadeloupe vous informe la fermeture exceptionnelle des agences clientèle demain, le 30 juin. Les agences de Bergevin et de Milénis restent en revanche accessibles. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking du CHU de Pointe-à-Pitre de 8h à 18h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 60 11 2 fois. Et voilà, c'est la fin de notre édition locale et régionale. Mais restez sur ATV Guadeloupe, l'information continue dans un instant avec Eddie Planté.